Euh, Comment ça va? C'est compliqué. C'est compliqué parce que on est dans le dur, on est un peu abasourdi de la violence de l'annonce. On s'attendait à un certain nombre de choses, mais pas forcément à la brutalité de cette annonce. Donc, je vais pas vous cacher que le moral en a pris un coup, pas moi personnellement, mais enfin, même si en tant que représentant, on est impacté. Mais bon, voilà, c'est le moral de tout le monde. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de faire face à ça. C'est compliqué de faire face aussi à l'attitude, parce que c'est surtout ça dont il s'agit. On était prêt à discuter, on était prêt à mettre sur la table un certain nombre de choses, mais la manière dont c'est fait, l'attitude de nos dirigeants, enfin c'est voilà, c'est compliqué. Donc on a le moral quand même, bon, bien touché. On va se relever, on va être digne et on va essayer de faire les choses. Et vous êtes combien de sites pour fabriquer tous ces produits? Alors, bon, je vais te parler de la filiale Ferropem, hein. Aujourd'hui, Ferroglobe, c'est quand même une grosse comment, multinationale. Il y a plusieurs localisations. Il y en a en Espagne, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Pour ce qui est de la filiale Ferropem, on est encore aujourd'hui 6 établissements. Donc, il y a à peu près 1000 salariés. Donc, 6 établissements qui sont répartis en Espagne, pardon, je dis n'importe quoi, en Savoie, dans l'Isère, dans l'Ain, dans le Gard et dans les Pyrénées orientales. Et c'est tous ces établissements qui sont touchés par ce plan ou une partie? Parce qu'en fait, tout le monde ne fait pas la même chose. Donc, il y avait sur l'ensemble de ces établissements, il y en avait qui étaient exclusivement sur certains produits, notamment le silicium, et d'autres qui étaient orientés avec une mixité de produits, donc silicium plus produits de fonderie, comme je viens de l'évoquer. Euh, et puis après, chacun avait des particularités en fonction de puissance installée. Pourquoi je parle de puissance? Parce qu'en fait, on fait quand même partie de ce qui est classé comme des électro-intensifs, parce qu'en fait, notre processus aujourd'hui est consommateur et s'insère aujourd'hui dans la régulation un peu de, du marché électrique. Donc, en fait, nous, pour pouvoir fabriquer nos produits, il faut quand même à la base avoir des tarifs d'électricité et un accès. Avant de parler de tarifs, on va parler surtout d'accès. C'est pour ça qu'on avait été implanté aussi dans beaucoup de vallées alpines, parce que grâce à l'hydroélectricité, Bien sûr. il y avait une notion déjà en fait d'accès à la matière et à la ressource première pour pouvoir faire fonctionner nos fours. Votre patron, l'argument qu'il avance pour supprimer ces activités, c'est lequel? Notre patron aujourd'hui, ben, en fait, pour essayer d'éviter en fait la responsabilité ben, en fait de la gestion d'entreprise, hein, il invoque une restructuration du marché, des conditions entre guillemets qui ne seraient pas favorables sur la concurrence déloyale chinoise. Enfin bon, tout un ensemble d'arguments qui sont largement contestés par nos experts, puisque de toute façon, enfin, puisqu'on se fait assister, nous, en tant que représentants des salariés, au vu de la constitution de l'entreprise, on a un comité central d'entreprise, et donc aujourd'hui, de toute façon, euh, on a suffisamment de rapports ou de choses comme ça, en fait, qui viennent contredire le, comment je pourrais dire, les arguments de la direction sur des défauts de rentabilité ou une conjoncture qui serait défavorable sur nos produits. Mais en tout cas, c'est l'élément principal qui met en œuvre. Aujourd'hui, structurellement, le marché ne permet plus de répondre derrière à la nécessité de faire fonctionner nos installations. D'accord. Les marchés dont je te parle, que ce soit sur le silicium ou les ferroalliages, c'est historique, c'est structurel aussi au marché, sont cycliques. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des cycles hauts, des cycles bas, avec des alternances. Donc ça doit être, et c'est parfaitement assimilé par notre direction. Le seul problème, c'est qu'elle l'assimile comme ça dans l'appréciation, mais dans les faits, du coup, elle gère pas l'entreprise de la même manière. Donc ça veut dire que, pour en quelques chiffres, hein, Ferropem, depuis le rachat, puisqu'on a été racheté par ce groupe espagnol en 2006,
crois de mémoire, a généré plus de 800 millions d'euros de marge nette, hein. Le groupe qui, dans un premier temps, a beaucoup accompagné justement le besoin de silicium, le besoin de ferroalliage, du coup, a fait des développements, a beaucoup investi d'ailleurs. Dans un premier temps, on peut vraiment pas quand même nier le fait qu'il y a eu un air très industriel. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, le marché du silicium était tellement porteur qu'ils ont fait des investissements, ils ont accompagné cette croissance en étant le leader d'ailleurs sur ce marché-là, et ils ont généré beaucoup d'argent à hauteur de ce que je te dis, 800 millions d'euros. Et c'est vrai que là, bon, du fait de la Covid, du fait d'un certain ralentissement, du fait aussi d'une modification un peu du marché, hein, là-dessus, on ne va pas nier les choses. Et ben du coup, en fait, le groupe ne s'est pas laissé assez de marge, c'est-à-dire dans la constitution du fonds de roulement qu'on avait pu obtenir pendant 10 ans. Il y a eu des développements assez périlleux, il y a eu comment je pourrais dire, des décisions de la part du groupe assez agressives sur nos propres clients qui les ont fait fuir d'ailleurs. Donc ces clients existent toujours, hein. Mais en fait, il y a une relation un petit peu agressive de leadership qui nous a conduit du coup, à perdre ces clients essentiels, hein, qui représentaient bientôt la moitié de notre production, notamment à Châteauffeuillet, un site qui est visé. Et on n'a pas réussi à retrouver ou à renouer une relation commerciale de confiance. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas, enfin, on conteste l'analyse entre guillemets ou la raison qui conduit à la fermeture, parce que voilà, le marché est existant, les clients sont existants. Il y a juste eu au fur et à mesure une attitude, un comportement qui nous conduit à cette prise de décision. Ces prises de décision, elles impactent combien de salariés? Sur les 6 établissements dont j'ai évoqué, il y a 2 établissements qui sont non pas en fermeture, hein, d'ailleurs, parce que c'est un peu la particularité aussi. Le groupe n'annonce pas une fermeture, en fait, annonce des arrêts de production, et donc a visé dans son plan de restructuration le licenciement de 221 personnes sur le site de Châteauffeuillet, dont je suis le délégué syndical, et de 122 ou 3 salariés de l'usine des Claveaux dans l'Isère, et de 5 salariés du siège social qui est situé à Chambéry. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres directs. Et puis après, bien évidemment, dès qu'on parle d'emploi direct, on parle aussi d'emploi induit ou indirect au périmètre et dans le territoire dont on se situe, parce que voilà, on a quand même un réseau de sous-traitants, un réseau de partenaires, de fournisseurs qui travaillent pour nous. Et les productions qu'il arrête, il les délocalise ou il les arrête définitivement? Dans le processus de restructuration, une partie de ce qu'on fait est repris par les usines dites rentables. Le peu de trésorerie qui reste est orienté sur les sites en fait qui opèrent soit une marge non négative à l'équilibre, soit une marge à peu près positive sur ces produits. Et lui, votre expert, démontre le contraire forcément, parce que en fait, c'est un problème d'investissement, c'est un problème de loi de marché, qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas, on vous présente comme peu rentable, quoi. Tous les experts s'accordent à dire qu'effectivement, un, il y a la capacité de production, et deux, la rentabilité n'est pas à démontrer, puisque de toute façon, sur les produits qu'on a fait et qu'on a perdus jusqu'à l'heure de cette production, un site comme Châteauffeuillet, ça générait 17 millions de marge nette par an. Du fait de la sous-activité, on a commencé à perdre de l'argent. Donc en fait, nos experts sont conscients et on peut faire la démonstration aujourd'hui de la rentabilité et du potentiel, et d'ailleurs en corrélation avec les besoins et le marché. Et d'autres investisseurs aujourd'hui sont intéressés par le potentiel. Aujourd'hui, certains sont pas dupes du potentiel, malgré la difficulté du marché temporaire sur certains de nos produits. Pas forcément sur le silicium, parce que malgré tout, le silicium amorce un rebond. Bon, on n'arrive pas trop à savoir la longueur de ce rebond, mais malgré tout, le silicium reste un produit d'avenir.
Et puis, c'est surtout le potentiel industriel aujourd'hui. Si on veut être en cohérence avec la politique de transition énergétique, si on veut être en cohérence avec des développements durables ou la mutation du marché de l'automobile, sur lequel on peut être comment je pourrais dire, un, un partenaire, que ça soit d'ailleurs sur les pièces automobiles, bon, qui sur Triangle, etc., mais aussi sur les batteries. Voilà, le potentiel industriel et des compétences et des savoirs et des débouchés, il est, il est stratégique. Il est stratégique et du coup, c'est vrai qu'en Europe ou en France, on est peu d'ailleurs, où on est une des seules entreprises à avoir ces savoir-faire-là. Il y a un enjeu stratégique et il y a un vrai enjeu de marché. Il y a une vraie réalité de marché qui est en croissance et qui est amené à avoir d'autres développements d'ailleurs. Quand bien même ça s'inscrit dans une vraie politique de transition qui est développée, sur lequel on ne dépend pas et qu'on a une vraie indépendance, ou en tout cas qu'on y tend, voilà, selon les aspirations de la population, sur des choses décarbonées, sur des processus où de la production, de la consommation d'énergie sur l'hydroélectricité jusqu'à à la production de panneaux solaires ou de batteries automobiles qu'on pourrait d'ailleurs recycler, parce qu'on a même la capacité, on a un moment faisait des essais sur le recyclage des poudres enfin, ou on appelait ça les scories, c'est tout ce qui est la découpe en fait, ou la fin de vie des panneaux solaires. On pourrait être dans ce genre de processus global en fait intégré dans une vraie filière de silicium en France sur le développement de la filière énergétique ou automobile. Comme ils sont enfin, complètement à l'agonie dans la gestion de l'entreprise, toute démonstration inverse qui consiste à contester en fait le bien fondé de leurs décisions est dangereux pour eux dans la continuité de leur activité. C'est-à-dire qu'à un moment, n'importe lequel investisseur capable de gérer une entreprise telle qu'elle a été gérée d'ailleurs au début fera la démonstration que le secteur est porteur et que, un, il est générateur d'emplois et deux, il est générateur de gains. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de Ferropem et on ne veut pas que le gouvernement accompagne Ferropem et enfin, à continuer à lui accorder monts et merveilles. On veut surtout trouver les conditions d'un départ et le fait que justement sur ce motif d'électricité, l'État fasse aussi pression sur le groupe Ferroglobe pour que justement en cas de cession, il n'y ait pas d'obstruction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche que ça. On cherche à ce que le groupe assume ses responsabilités et dans la loi Florange, aux finalités, s'il devait avoir repreneur, il n'y ait pas d'obstruction. Donc ça, on va essayer d'obtenir un accord dans le cadre justement de l'ouverture du PSE ou avant de vouloir négocier quelques chèques que ce soit. On est surtout dans des objectifs de maintien d'emploi pour tout ce qu'on vient de discuter, pour nos bassins d'emploi, pour les écoles, pour les administrations locales, pour les communes aux alentours, etc. Pour nous, bien sûr, voilà, pour nos fournisseurs, enfin pour tout ce que ça représente. Comme on est complètement abandonné par la direction, en fait, on est beaucoup dans la consultation. Donc, c'est-à-dire que on a un petit site aussi au niveau du comité d'entreprise, donc sur lequel on diffuse un certain nombre de documents et d'informations. Après, on fonctionne beaucoup par assemblée générale. Donc, depuis la semaine dernière, date de l'annonce, on en a déjà fait une vendredi. On en a refait une mardi. Le but, effectivement, c'est bon, voilà, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on a malgré tout l'adhésion des salariés, qu'ils soient cadres, maîtrises, tout le monde a été complètement submergé par l'annonce. Mais bon, il faut continuer. Enfin, voilà, il faut qu'on trouve un motif. Donc, en fait, aujourd'hui, les actions, c'est celle-ci. C'est déjà une très grosse concertation avec les salariés. Et puis après, on a toute une forme d'approche derrière, après, ou sur lequel on a engagé un certain nombre de pétitions, des actions de sensibilisation avec des stands. Bon, le Covid ne nous aide pas, mais on est en train de demander des autorisations pour être présent dans des galeries marchandes pour présenter notre établissement et ce qu'on fait. On a demandé l'autorisation de faire une porte ouverte symboliquement le 1er mai en invitant la population, les responsables politiques locaux, l'intercommunalité à venir.
Et en fait, ce qu'on a envie, c'est vraiment d'élargir parce qu'on considère, bon, voilà, forcément, on défend nos propres intérêts en tant que salariés. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on veut faire aussi de la défense de nos emplois, une défense du bien vivre dans nos territoires. On vend pas du rêve non plus et on est conscient que ce processus de reprise, il peut être complexe et on n'en a pas la main et que la loi n'est pas pour nous. Ceci dit, oui, il n'y a pas de renoncement. On est encore pas accepté un chèque et au contraire, tout le monde du coup est assez euh, est derrière nous sur le fait de défendre que quelque chèque que ce soit remplacera jamais un emploi. Donc en fait, puis il y a aussi l'attachement, comment je pourrais dire, il y a, on a beaucoup renouvelé l'effectif, mais on est quand même des gens entre 15, 20, 30. Il y en a qui ont consacré leur vie. Enfin, voilà, il y a un attachement sentimental, il y a un attachement à l'entreprise, il y a une culture d'entreprise, il y a des En région. savoirs, bon, et puis voilà quoi. Après, on est quand même. Et puis il y a aussi le fait qu'on est dans une conjoncture où bon, la dynamique demain avec autant de monde sur le marché dans un bassin d'emploi, forcément, ça nous interpelle sur malgré toute la qualité des reconversions ou des choses possibles, avec un certain nombre d'âges, enfin, voilà, ce sera peut-être pour certains dur de retrouver quelque chose. Donc forcément, on y croit, on s'y attache et pour l'instant, on essaye tant qu'il y a de l'espoir et tant qu'on est salarié et tant que le processus n'est pas finalisé, eh ben, on y croira jusqu'au bout. Et je pense que la majorité des salariés sont derrière cette idée de pouvoir maintenir et défendre leur emploi. On a aussi notre dignité, on est aussi tous père ou mère de famille, on a tous construit notre villa et en fait, on était prêt à accepter une certaine démarche, on était prêt à trouver des solutions, à pouvoir discuter, mais quand on dit discuter, c'est discuter sincèrement. Et là, on est quand même face à des gens qui, bon, voilà, quoi, qui cachent un certain nombre de choses, qui s'organisent d'ailleurs comme telles, qui annoncent les dates quand ils veulent et en fait qui tombent comme ça, qui lancent une procédure. D'ailleurs, on est en plein, enfin, parce que pendant qu'on se parle, en fait, il faut aussi être à disposition et dans le timing. Voilà, aujourd'hui, tout s'accélère, donc il faut traiter tous les sujets. Et puis, il faut pratiquement se débrouiller tout seul parce qu'en fait, la seule chose qui est bien faite, c'est la procédure de licenciement, c'est-à-dire le timing, le chronomètre. Plus vite ça ira, plus vite on sera dehors, plus vite on n'aura pas de solution pour présenter une alternative et plus vite on aura des contraintes. Voilà. Donc tout est fait pour cacher entre guillemets une réalité. Tout est fait pour duper tout le monde. Voilà, et il n'y a aucune morale et il n'y a aucune part de responsabilité ou en tout cas d'en assumer une quelconque responsabilité.